C'est Gorod pour BGP Music Live, c'est parti. Gorod, c'est un groupe d'origine bordelaise qui existe depuis maintenant 26 ans, mine de rien. Donc c'est formé en septembre 97, qui était un groupe de potes du lycée. Il reste quand même deux membres d'origine actuellement, qui sont notre bassiste et notre guitariste-compositeur, et qui ont gardé cette même mouture. Après, il y a eu quelques changements au niveau des batteurs, donc on est sur la troisième génération de guitaristes solistes qui sont également succédés. Et moi j'ai remplacé donc il y a 13 ans de cela Guillaume, donc, qui était le chanteur originel du groupe, qui avait déjà fait 3 albums, mine de rien. Et là on vient de sortir notre 7e album cette année, le 11 mars. Donc un groupe qui est là depuis quelques temps, et on le sent. Moi personnellement je ne l'ai pas vu depuis le petit bain à Paris, la soirée des Juliens au Krakatoa, avec le B19, Gorod et Psycup. Tout à fait. Et vous avez une bonne actualité, vous avez eu le Hellfest, le Autocultor, le Mukadef. Ouais. Ça s'est passé comment là, tout ce qui est reprise Et cette année, bon, ça a été un peu compliqué parce qu'on a eu la phase de néant que tout le monde a eu, bien entendu. Qui plus est, c'est que pour nous, on va dire qu'on est un groupe qui est plutôt axé sur le live. Nous, ce qu'on aime, c'est se retrouver ensemble dans le camion, partir faire de la route et aller faire des concerts. Et c'est quelque chose qui a été donc totalement oublié. Et ça nous a pas motivés pour composer. Donc on a mis du temps à se remettre à composer, à sortir un nouvel album. Et là, on vient juste, on va dire, de s'y remettre parce que mine de rien, il est sorti assez récemment. On est quand même qu'au mois d'octobre, et il est sorti au mois de mars. Et il y a eu un peu d'actu, un peu de mouvement. Et en réalité, pour l'instant, on a surtout notre première tournée, en fait, ça a été une tournée américaine, et on a assez peu de dates, finalement, en Europe et en France, en dehors de celle que tu viens de citer, justement, qui ont été un petit peu celle de la reprise. Et pour l'instant, franchement, les échos que l'on a, on n'a pas à se plaindre. Ça s'est vraiment très bien passé. On a l'impression que de plus en plus de gens qui viennent nous voir, qui sont contents et avec qui on partage les choses. Enfin, nous, franchement, pour l'instant, les retours sont top. Enfin, en tout cas, pour ma part, pour la sensation que je pourrais en avoir depuis la scène, c'est que ça s'est jamais aussi bien passé pour le groupe. Donc, voilà, toi. Et tu as senti comment le retour aux grosses scènes? Ah ben, ça fait du bien juste d'y revenir. Mais il y avait un côté, quand on a repris, c'était comme si on s'était arrêté la veille. C'était, bon, les marques étaient vite reprises, il n'y a pas eu de laps de temps de reprise de contact. Donc, dès qu'on s'est retrouvés les 5 ensemble sur scène, sur des grosses scènes, on a fait ok, c'est parti, c'est ce qu'on aime faire, et ça s'est bien passé. Enfin, il n'y a pas eu de gros temps d'adaptation. Donc, ça va. Et comment s'est fait le changement de direction sur The Orb par rapport à ce qui s'est fait précédemment dans Gorod? Alors ça, c'est très subjectif en fait, comme chose, parce que j'aurais tendance à voir cet album comme une synthèse de toute la discographie précédente, donc sans vraiment un apport nouveau. Et preuve en est, on utilise des fois des titres de travail pour les morceaux, avant qu'ils aient des titres définitifs. Et il y avait même 2 morceaux donc qui font référence à des albums précédents. Donc un qui était inspiré du premier morceau de Leading Vision, donc le 2e album, et un autre qui était inspiré du premier morceau de Princess of Music Line, le 3e album. Donc on reprenait un petit peu des codes et des poncifs déjà largement explorés, avec seulement quelques ajouts, quelques apports un peu nouveaux. Et il y a toujours eu un souhait assez récent à l'échelle du groupe, mais depuis que Carole est rentrée dans le groupe, c'est-à-dire depuis 2013, on cherche à ouvrir un peu les horizons, donc faire rentrer quelques éléments nouveaux, et c'est ce qui continue à se poursuivre tout simplement avec The Orb. Alors il peut y avoir des fois une sensation de grand changement. Je pense pas qu'on se soit révolutionné tant que ça, mais il y a certains passages, certaines choses qui ont été un peu plus osées, affirmées et assumées surtout sur les derniers éléments. Et c'est bien de prendre des risques un petit peu de temps en temps. Et je pense qu'on s'est pas forcément trop mis en danger non plus en sortant celui-là, mais sur quelques aspects, un petit peu ouvrir la porte, enfin en tout cas de nouvelles, de nouveaux éléments, de nouvelles tentatives. Après, est-ce que c'est réussi ou pas? Enfin en tout cas, au moins on a essayé. Je trouve qu'il demandait un peu plus d'attention à l'écoute que les précédents. Et oui, parce qu'il y a pas mal d'informations, et surtout les morceaux sont particulièrement variés dans celui-là. Ils sont assez peu nombreux, parce que si on considère que il y a 8 morceaux de création, vu que la dernière est une reprise des Doors, il n'y a que 8 nouveaux morceaux, et chaque morceau est quand même vraiment il a son univers vraiment qui lui est propre. Il y en a qui sont vraiment violents, d'autres qui sont beaucoup plus calmes et plus progressifs, j'aurais tendance à dire. Donc c'est peut-être pour ça que ça demande un temps supplémentaire d'approche, c'est par la variété en fait. On a tout simplement un peu exacerbé, on va dire, les extrêmes, dans le sens où quand c'est bourrin, c'est vraiment très bourrin, et quand c'est calme comme cela n'a jamais été.
peut-être que ça demande un peu plus d'attention, mais finalement c'est pas forcément l'album le plus technique, dans le sens où les structures sont assez simples. On est vraiment parti dans une composition de type couplet, refrain, pont, refrain, bien qu'il y ait quelques morceaux un peu progressifs avec des structures un peu moins évidentes. Mais c'est très subjectif tout ça. Enfin, pour ma part, cet album est quand même relativement simple. Je crois que ça vitrait un peu compliqué. Ah oui, voilà, c'est le morceau progressif par excellence. Ça, c'est volontaire. Ouais. Il fallait qu'il y ait un morceau qui soit un peu taré, qui part un peu dans tous les sens. Et ça colle avec la thématique, avec ce qu'il veut explorer, quoi, parce que le sens du morceau est complexe. Plein de choses se passent, plein d'émotions différentes sont creusées, et puis ça parle de la mère, quoi, mais au sens de maman. Donc c'est un sujet assez polysémique, pour le coup, et protéiforme concernant l'exploitation musicale de celui-ci. Donc évidemment, il n'est pas si simple que ça d'approche, mais pour ma part, quand on a compris où le morceau veut en venir, il me semble plus évident qu'il n'y paraît au premier abord. Mais bon, cela reste toujours autant une vision personnelle. Et au niveau du concept de l'album de l'histoire du concept, cette fois-ci, alors moi j'ai toujours eu tendance à élaborer on va dire des histoires qui tournent autour des différentes spiritualités qui gouvernent l'ensemble on va dire des différentes tribus et des différentes populations et civilisations sur notre planète, sur le globe, que ce soit donc on va dire des spiritualités, enfin surtout au niveau des spiritualités, de celles qui tournent autour du monothéisme avec les héritages païens que l'on a pu avoir, mais également chercher dans des tribus un peu plus isolées, dont on a tendance à un peu moins parler, et toujours à chercher, on va dire un petit peu des détails très précis, très, on va dire, assez peu généraliste au final, quoi, dans quelque chose dans lequel il faut vraiment se plonger. Enfin, j'aime bien tout ce qui est hyper spécialisé, et là pour le dernier je suis parti dans on va dire un message beaucoup plus général, qui consiste en fait à l'observation du soleil et qu'est-ce que génère le soleil autour de nous, qui nous fait voir la réalité ou une réalité détournée. Et donc dans cette forme de réalité, je suis parti sur des réflexions philosophiques, c'est-à-dire ou des pensées que l'on peut avoir, que l'on se pose dans notre quotidien. Pourquoi je suis là, dans quelle étagère, qu'est-ce qui se passe, qui est autour de moi. Enfin, je suis revenu sur des fondamentaux, on va dire un peu plus instinctif, un peu avec un peu moins de bagage culturel au départ dans l'élaboration du concept, qui était au départ, pour ma part, surtout pour le précédent, inscrit dans des cadres très définis. Là, je me suis, on va dire, détaché de la tutelle des cadres pour rentrer dans quelque chose d'un peu plus, on va dire, émotionnel et dégagé de tout intellectualisme de prime abord, avec bien entendu des références à un auteur particulièrement que j'ai toujours aimé, qui est Aldous Huxley, donc l'auteur du Meilleur des mondes, qui a également écrit des essais philosophiques et spirituels assez intéressants, qui est un petit peu l'autre part que l'on connaît des auteurs d'anticipation. Si je prends par exemple George Orwell. Donc c'est vrai qu'Orwell, en 1984, c'est un petit peu le roman qui vieillit pas et dont on a beaucoup fait écho, et moi j'ai pris plutôt le côté Huxley que je trouve pas plus intéressant, mais qui me parle un petit peu plus dans la façon dont il aborde les sujets, de façon un peu moins obscurantiste. Enfin, pour ma part, attention, c'est mon opinion qui parle, avec toujours un peu plus de lumière dans le discours, mais une complexité qui m'intéresse, mais une humanité aussi qui est assez directe, et je pense qu'il peut parler un peu à tout le monde, car il utilise quand même des codes assez universels au final, enfin, à mon avis. Et comment c'était venu de chanter en voix claire sur le titre Zero? Des voix claires, finalement, il y en a un peu toujours eu depuis que je suis rentré. Moi, j'ai toujours chanté en voix claire, comme on dit, dans d'autres projets que j'ai pu avoir. Bien sûr, j'ai toujours utilisé des chants saturés, mais c'est quelque chose qu'on s'était dit avec Mathieu, qui est le compositeur, c'est pourquoi pas s'en servir. Mais comment les adapter, comment en tout cas les faire coller à la musique. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de choses que l'on avait pu expérimenter déjà, même dès le premier album dans lequel en fait finalement ma première apparition que j'ai fait sur Gorod, c'est sur un EP qui s'appelle Transcendance, qu'on a sorti juste avant un Perfect Actuation. Donc ce EP est sorti en 2011, et le démarrage du morceau c'est des voix claires, et c'est ma première intervention dans le groupe. Donc
j'ai pas la sensation que ce soit une grande nouveauté, étant donné que c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis le départ. Après, c'est de façon peut-être un petit peu plus ostentatoire sur ce morceau-là, mais c'est parce que je trouvais que le morceau s'y prêtait tout simplement. Hein. Après, ça marche pas à tous les coups. Hein. Il y a d'autres passages de chant clair qu'on avait tenté et qui ont fini finalement en peut hurler, hein, ce qui a été le cas dans tous les autres albums. Donc cette fois-ci, peut-être qu'on a un peu plus osé le faire qu'avant, mais c'était une idée, c'est ce qui nous est pas arrivé depuis hier, hein, c'est depuis que je suis rentré dans le groupe, donc ça va faire 13 ans déjà. Et vous avez fait un peu un délire jeu de combat pour le clip? Quoi? Pour The Orb, l'intro, ça fait un peu jeu de combat, choose your character. Ah oui, oui, il y avait un petit côté. Après, c'était un clip, donc tout a été fait maison, hein, donc c'est notre batteur qui s'est improvisé réalisateur, vidéaste et compagnie, et il a fait quelques références à la culture qu'il aimait, hein, et ça lui a plu de faire ça. Enfin, là, c'est lui qui s'est laissé complètement aller. Hein. Tu peux me parler du titre We Are the Sun God? Et dans quel sens? Musicalement, et comment tu l'as vu toi quand tu l'as... Alors, musicalement, c'est un titre qui est clairement directement le titre de travail, c'était Discovery God de retour, quoi. Donc pour nous c'est une copie conforme d'un morceau déjà existant, donc qui était le premier titre du 3e album. Donc c'est le dernier album qui a été fait par le chanteur précédent. Donc en effet, c'est le même tempo, c'est le même genre de riff, c'est le même genre de recette. La différence, c'est qu'au milieu, dans le gros pont du milieu, au lieu d'avoir seulement un tapping qui est de guitare qui met en avant l'instrument guitaristique, cette fois-ci on a eu le saut, c'est dit tiens, pourquoi pas mettre un solo de batterie. Donc c'est ça en fait en gros la grande différence de celui-ci. Et vu que c'est un morceau assez solaire, assez énergétique, assez positif en fait dans la façon dont il est composé, hein, et on en avait parlé parce que je leur ai dit que de toute façon cette fois-ci je partais sur le concept du soleil complètement les vannes au niveau des thématiques, c'est-à-dire ne les enfermant plus dans des spiritualités bien précises, ce qui avait été le cas pour Aetra, l'album précédent qui était sur la Lune. Cette fois-ci avec le soleil on y va, et puis c'est clairement va-t-on dire les écrits d'Huxley hein, qui m'ont inspiré pour celui-ci, mais avec un côté très ironique dans le sens c'est vraiment l'hubris de l'humanité hein, qui est mise en avant, de se sentir tellement supérieur, tellement trop fort, tellement au-dessus du reste, tellement au-dessus des éléments, comme l'ego extraordinaire que peut avoir quand même notre espèce, se pensant au-dessus de la nature, au-dessus de tout, mais de temps en temps, ça prend un petit retour de bâton, et c'est quand même un petit peu de cela dont ça parle. Hein. En fait, c'est d'être asservi par sa propre supériorité qui est finalement totalement factice. Hein. Et on va dire voilà, qui est basé finalement que sur le culte de soi-même, quoi. Mais je sais pas, c'est un morceau assez on va dire qui raconte beaucoup de choses assez personnelles et assez générales. Donc le but aussi c'est de laisser un peu la part belle à l'interprétation de chacun et ne pas trop brouiller les pistes, quoi. Mais clairement il faut vraiment le voir comme un titre plutôt grinçant et teinté d'ironie comme justement le fait d'assumer de se sentir meilleur que tout le reste, parce que oui, nous sommes tous des soleils, nous avons tous une énergie extraordinaire en nous, mais bon, c'est bien aussi de temps en temps de revenir un petit peu à sa place. C'est un peu ce qu'on s'est mangé pendant le Covid, quoi. Voilà. Un petit petite leçon d'humilité, quoi. C'est ce que tend à dire ce morceau aussi, également. Qui a réalisé le mix et mastering, parce que c'est vraiment un exemple du genre, je trouve. Tout a été fait maison, en fait, dans le sens où les compositions ont été enregistrées dans le studio qui possède notre guitariste. Donc c'est un Mathieu qui a son propre studio d'enregistrement depuis toujours, qui a toujours enregistré le groupe. Et le mixage, cette fois-ci, a été fait par notre technicien son qui nous suit partout depuis plus de 10 ans maintenant également. Et qui a également son propre studio d'enregistrement. Donc ça a été fait avec notre équipe habituelle, c'est-à-dire celle avec qui on bouge en concert. Et on a tout géré un peu nous-mêmes. Donc il y a un côté avec on a assez peu de recul forcément, parce que tout le monde est la tête dans le guidon quand tu gères tout toi-même de A à Z. Mais on avait cette volonté bien de créer notre propre chose sans aide extérieure aussi. Donc c'est ce qui fait, je pense, une forme de personnalité, une forme de son un petit peu singulier, hein, car on n'a pas cherché à copier ce qui se faisait trop autour, mais juste à créer, enfin en tout cas à travailler autour de ce qui nous venait juste dans notre petit groupuscule d'amis.
J'ai vraiment trouvé que tous les instruments étaient vraiment harmonieux. Tout était. Après, ça, c'est le côté. Ça, c'est Mathieu. Hein. Mathieu a toujours aimé qu'on entende bien tout, que tout soit bien clair, tout soit facile à discerner. Il est pas trop dans les sons très agressifs, très violents, ultra produits. Il aime bien quand tout est clair et bien distinct. C'est un musicien qui a fait de l'orchestration également, qui est un guitariste de funk et qui aime bien quand les choses sont claires, nettes, précises, agréables à écouter, qui sont plutôt chatoyantes à l'oreille plutôt que ultra agressives. Et brouillé dans des tonnes et des tonnes de distorsions et d'effets. Mathieu aime quand c'est joli, quand c'est agréable, quand c'est harmonieux, comme tu viens de dire. Et donc ça, c'est vraiment la touche personnelle de notre maître musique. Est-ce que tu as une anecdote de la tournée? De quelle tournée? De celle-ci, la dernière. La dernière aux États-Unis? Non, anecdote de tournée. On en a des milliards. Mais de l'année passée ou de cette année. Oh là 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 là, là comme ça là. Ah si, ça c'était drôle. On a joué la dernière fois qu'on a joué à Détroit, donc c'était un soir en semaine, c'était assez calme. Là donc c'était cette année, c'était pour la tournée l'album venait à peine de sortir et il devait y avoir une centaine de personnes dans la salle, vraiment un petit comité, bonne soirée à la cool. Et puis moi je me retrouve donc on voyageait que les 5 musiciens du groupe, donc personne pour nous pour tenir le reste, pour faire la conduite et surtout pour gérer le stand de merch. Donc pour le stand de merch, on se relaie généralement, et c'est souvent moi qui m'y colle parce que je suis le seul qui n'ait pas de matériel à trimballer. Donc il faut bien que le chanteur serve à quelque chose de temps en temps. Donc moi je vais vendre du textile un peu. Et là je me retrouve à vendre du textile, et donc juste après le concert, c'est la file indienne, donc tout le monde attend pour se faire servir. Moi je suis en train de me faire un petit peu, je prends un gros bouillon, et puis à un moment il y a un monsieur barbu qui arrive, il me fait je veux ça, si, ça, il nous prend donc pour une belle quantité de merch. Et le problème, c'est qu'on avait donc les problèmes de banque entre Europe et États-Unis qui fait que le terminal de carte bleue, en fait, ne fonctionnait pas. Donc, on ne pouvait prendre que du cash. Et donc, là, bien sûr, nous prend autant la carte bleue, et puis on fait, la carte de crédit, ou de paiement, je ne sais pas quoi. Et je lui dis, je crois qu'il y a un ATM, enfin, qui est un peu dehors, là, machin, un truc. Je l'envoie un peu chier, hein, parce que j'étais un peu dans le bouillon. Et je fais un petit peu comme je peux à ce moment-là. Ils sont, d'accord, super. Et puis il revient un peu plus tard avec plein d'argent, il fait ouais, it was amazing, c'était cool, enfin vraiment le mec hyper gentil, hyper agréable. Et puis juste à côté, j'entendais un collègue avec qui on tournait en fait, le groupe avec lequel on était en tournée, qui s'appelait Cognitive, celui qui avait organisé celle-ci. Et Rob, donc le guitariste de cette tournée, il disait ouais, c'est hyper cool qu'il soit venu, ça fait trop plaisir, c'est trop chouette. Je comprenais pas de quoi il parlait. Et c'était une fois quand j'ai commencé à plier le stand de merch, je me dis mais putain, mais tu m'as pas reconnu? Je dis ben non. Il m'a dit ben c'était Brian Esbar, le chanteur de Black Dahlia Murder. Je dis quoi? Je dis oups. Bon ben désolé. Voilà, donc c'est vrai que j'aurais pas fait trop de courbettes ou quoi que ce soit, mais c'était un petit peu drôle de me dire que c'est ça, et surtout que dans la suite de la tournée, c'est arrivé quelques fois qu'au merch on vient de me voir et qu'on me dise bah du coup j'ai découvert votre groupe parce que justement Brian Esbar donc portait un t-shirt de votre groupe que je venais de lui vendre. Bon mais merci, c'est cool, il nous aura fait bien de la promo. En tout cas c'était vraiment chouette, et puis c'est un groupe que je suis depuis le début, et suite à la perte de Trevor, c'est lui qui prend le chant à présent, donc c'est vraiment chouette qui reprenne un petit peu du poil de la bête. Et voilà, c'était un peu le truc un peu rigolo, quoi. Bref, j'ai vendu du merch à Brian Esbar, je trouvais ça rigolo. Et t'as une date au Petit Pain le 27 octobre avec Chronos, oui. La reformation de Chronos. Eh oui, Chronos qui sont repartis un peu sur les planches là. Donc on s'est retrouvés dernièrement au Muscadès, donc il y a 15 jours. Et là, on se retrouve dans 15 jours de nouveau. Et là, on est en famille parce qu'on se connaît depuis fort longtemps. J'avais un autre groupe avant qui s'appelait Zubrowska, et en fait, on était sur le même label qui s'appelle Extreme Music, donc le label de Dave Rotten, de Bruxelles. Et on avait sorti nos albums à peu près à la suite, et on s'était dit, vu qu'on était les deux groupes français sur son label, pourquoi pas tourner ensemble. Et donc depuis 2005 on se connaît, et là ça y est. Et donc c'était justement 2005, c'était la tournée pour l'album dont il fête les 20 ans actuellement. C'est-à-dire donc Colossal Titan Strife, qui est actuellement remise à l'honneur, et là ça fait bien plaisir de les retrouver avec d'ailleurs exactement le même line-up, et bien avec lequel on avait tourné à cette époque-là, parce que depuis il y a eu des changements un petit peu d'équipe, et on est content de retrouver nos copains, c'est cool. Je te laisse le mot de la fin pour l'interview. Nous
nous, ce qu'on aime avec Gorod, c'est jouer, c'est voyager, se retrouver sur scène. Donc, la seule chose que j'ai à dire, si vous ne nous connaissez pas ou si vous nous connaissez déjà, n'hésitez pas à suivre les dates et à venir nous voir en concert et à venir partager le bout de gras, discuter ou pas, ou même se voir de loin, enfin, en tout cas, échanger autour de notre passion pour la musique, tout ça, quoi. Bref, venez! Merci à toi, Quentin. Avec plaisir.